Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire Cyrano sur l'efficacité et la compréhension des mesures fiscales affectant l'incitation au travail. Mon nom, c'est Nicolas Charette. Je suis professionnel de recherche au Cyrano. Pour ceux et celles qui ne connaissaient pas le Cyrano, ben, d'abord, une bienvenue toute particulière. Et sachez que le Cyrano, c'est un centre de recherche interuniversitaire de liaison et de transfert qui s'appuie sur un réseau de plus de 200 professeurs-chercheurs, majoritairement issus d'universités québécoises. Et notre mission, c'est de contribuer à la prise de décision stratégique de nos partenaires gouvernementaux, parapublics et privés par la production et le transfert d'un savoir universitaire à haute valeur ajoutée. À haute valeur ajoutée, oui, puis vous le constaterez par vous-même, parce qu'on a aujourd'hui deux de nos chercheurs aguerris, deux chercheurs et fellows Cyrano. D'abord, Guy Lacroix, qui est professeur titulaire au département d'économique de l'Université Laval, et Pierre-Carl Michaud, qui est professeur titulaire au département d'économie appliquée de HEC Montréal. Comment ça va fonctionner aujourd'hui? Le format, la présentation va durer environ 40 minutes, après quoi les chercheurs vont pouvoir répondre à vos questions que vous pouvez poser sur le chat ou à main levée. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Pierre-Carl. Merci, Nicolas. Je vais partager. Alors, vous devriez être en mesure de voir mes diapos. La présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, moi et Guy, en fait, c'est deux projets de recherche, mais vous allez voir qu'il y a un lien très fort entre les deux. Donc, le premier projet de recherche va porter sur la perception, la compréhension des mesures d'incitation au travail. Et c'est des travaux qui ont été réalisés avec Nicolas James Clavet et Xavier Dufour-Simard à HEC. Et puis Guy, dans un deuxième temps, va présenter des travaux sur une mesure fiscale en particulier qui visait à inciter, à promouvoir l'incitation au travail. Et donc, on va procéder de cette façon-là. C'est tous des travaux qui ont été réalisés en collaboration avec le Cyrano. Alors, quand on considère des mesures fiscales, il y a toujours un arbitrage très important quand on les conçoit. C'est-à-dire, c'est un peu un triangle d'impossibilité. On aimerait ça que donc, souvent, et ce n'est pas nécessairement des mesures fiscales ici dont je parle qui visent l'incitation au travail, mais de manière générale, quand on donne un crédit d'impôt, par exemple, ben, on aimerait ça que la mesure soit généreuse, hein. Les politiciens qui vont aller en campagne vont vouloir soutenir un certain groupe de gens, vont mettre en place une mesure. Bien sûr, ça coûte très cher, une mesure qui serait universelle et qui donnerait un avantage fiscal important. Et on voudrait en même temps que quand on donne une mesure comme ça, ben, on ne voudrait pas décourager le travail. Et donc, on voudrait que la mesure maintienne l'incitation au travail. Et le troisième élément, c'est qu'on voudrait que la mesure elle ait un coût jugé raisonnable. Et en fait, c'est impossible d'avoir les trois en même temps. Parce que très souvent, quand on veut que la mesure soit généreuse et en même temps, on veut qu'elle ait un coût jugé raisonnable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le crédit d'impôt, on va le diminuer en fonction du revenu. Puis quand on va faire ça, on va voir que ça va diminuer l'incitation au travail. Donc, un exemple très simple, c'est qu'on souvent, on va viser 1 et 3, on va être capable de réaliser 1 et 3, mais au niveau de l'incitation au travail, on va avoir des difficultés avec l'objectif 2. Il y a un exemple très simple que je peux vous montrer pour faire ça. Supposons un contribuable qui gagnerait 5 000 de plus en termes de revenus imposables. Son taux marginal d'imposition au barème d'imposition, supposons qu'il est 40 pour faire des calculs simples, il paierait de l'impôt de 2 000 sur ce 5 000-là, donc il lui resterait 3 000 dans ses poches. Mais cependant, supposons qu'il y a un crédit d'impôt à l'heure actuelle qu'il reçoit. Donc, avant de considérer ce revenu-là additionnel, il reçoit 1 000 de crédit d'impôt. Et supposons que le crédit d'impôt est retranché de 200 par tranche de 1 000 de revenus. Donc, s'il gagne 5 000 de plus, eh bien, il perd la totalité du crédit, donc 1 000 et donc il se retrouve à payer 1 000 de plus d'impôts. Donc, quand on regarde au net l'impôt total additionnel, c'est le 2 000 plus le 1 000 ce qui donne 3 000 et donc, son revenu net dans ses poches est seulement de 2 000 et son taux marginal d'imposition qu'on dit effectif, c'est là qu'on introduit la notation de TMI, donc taux effectif marginal d'imposition. Il n'est pas de 40 le taux au barème, mais il est de 60 Donc, si on comprend bien cette mécanique-là, on réalise que la désincitation de travail est plus importante et souvent les mesures fiscales ben, vont avoir cette récupération-là des crédits qui vont venir gonfler les TMI. Dans la vraie vie, quand on regarde les données québécoises, si par exemple on considère une personne seule,
Ici, ce qu'on vous montre, c'est en fonction du revenu d'emploi. Si on commence par la ligne noire au bas, le barème combiné fédéral-provincial, donc si on oublie les crédits d'impôt, les mesures fiscales, ben, on a un barème là, en introduisant toutes les mesures comme le crédit de base et ainsi de suite. Vous voyez qu'on a un barème qui, autour de 15 000 on commence à avoir un taux marginal d'imposition qui est autour de 14 et là, tranquillement, on monte. Euh, mais si on regarde le taux effectif marginal d'imposition, le TMI, là, basé sur le calcul que j'ai fait précédemment, donc en incluant le fait que plusieurs mesures fiscales sont retranchées quand on travaille davantage, bien, ça ressemble plus à la ligne qu'on voit au-dessus qui bouge beaucoup. Et donc, c'est des taux qui n'ont rien à voir avec les taux du barème, sont très élevés au bas de la distribution. Et puis, je veux porter votre attention à deux effets très importants. D'abord, dans le temps, dans les 5, 6 dernières années, ce qu'on remarque, c'est que plusieurs mesures fiscales ont été ajustées, en particulier au niveau fédéral, pour en fait réduire les TMI au bas de la distribution, donc pour les premiers dollars de revenus qu'on obtient, donc en particulier l'allocation canadienne pour le travail. Mais cependant, parce qu'on l'a récupéré par la suite pour pas que ça coûte trop cher, bien, on a plutôt augmenté les TMI dans la zone ici entre 15 et 30 000 dollars. Donc, souvent, quand on met en place des mesures, à la fois des crédits d'impôt de manière générale, mais aussi des mesures incitatives, on va toujours avoir un effet positif à l'entrée, mais souvent un effet négatif à la sortie. Et donc, ces taux-là peuvent être substantiels et décourager le travail. Donc, ça fait très longtemps qu'on connaît ça au Québec et au Canada, ce genre de mécanisme-là. Et ce qu'on a voulu faire dans ce projet-là, bon, juste avant, je vous montre ici la fonction de répartition de ces TMI-là. Donc, ce n'est pas une question théorique où il y a juste quelques personnes qui ont des TMI élevés. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont des TMI substantiels. Donc, ici, plus de 20 des contribuables québécois basés sur les données administratives canadiennes ont des TMI au-dessus de 50 et ça a même changé. Ça a diminué un petit peu ici dans la zone entre 50 et 70, mais des TMI extrêmes au-dessus de 80 ont même peut-être augmenté depuis 2017. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire dans ce projet-là? Parce qu'on connaît bien là, la problématique des TMI. C'est on a essayé de voir, ben, est-ce que les gens comprennent en fait ces considérations-là de TMI? On se préoccupe beaucoup de l'enjeu des TMI. D'un point de vue d'équité, c'est sûr que c'est problématique. Quand on a des TMI élevés, il y a des gens qui, ex post, se retrouvent dans des situations où ils disent, ben, avoir su, j'aurais peut-être pas travaillé davantage. Mais on veut savoir en quelque sorte, est-ce que ça l'affecte les gens, cette réalité-là? Et donc, on a fait une enquête auprès de 2500 Québécois en âge de travailler, donc de 18 à 69 ans. Et comme vous allez voir, on a posé un certain nombre de questions pour aller mesurer leur compréhension de l'impôt de manière générale. Ce travail-là, construit sur des études qui ont déjà été faites au Québec et ailleurs, en particulier les travaux d'Antoine Genet-Grégoire, Luc Godbout sur la littératie fiscale, nos travaux sur le REER et le CELI. Donc, les gens ont de la misère avec l'impôt, ça, on le sait. Mais ici, c'est la première étude qu'on croit au niveau canadien qui va regarder spécifiquement la compréhension du TMI ou la compréhension des mesures d'incitation au travail. Donc, un petit exemple ici, une question simple qu'on a posée aux contribuables, juste pour tester leur compréhension du barème. Hein. Donc, en termes, on présente deux barèmes, A et B. Vous voyez un peu les taux marginaux d'imposition dans ces barèmes-là. Et on leur demande, ben, si vous gagnez un 5 000 de plus, à partir, donc, il y a deux questions où on les place dans différents points, différentes tranches dans le barème, puis on leur demande ben, lequel est financièrement plus avantageux pour gagner 5 000 de plus. Et donc, les gens ont à choisir, puis bien sûr, choisir, une fois qu'ils se sont placés dans la tranche, regarder le taux marginal qui semble le plus faible. Ben, juste ça, comme on va voir, les gens ont bien de la difficulté avec même une question très simple comme ça. La compréhension du TMI, on l'a testé d'une manière aussi relativement simple, le plus simple possible. C'est-à-dire qu'on a présenté encore une fois des régimes A et B. On a présenté des barèmes, mais on a rajouté, puis on leur a bien expliqué là, toute cette notation-là ici. En fait, on a rajouté un crédit d'impôt, un peu comme dans mon exemple, un crédit d'impôt qu'on reçoit de 1 000 mais qui, dans une certaine tranche de revenus, est réduit. Par exemple, ici, il est réduit de 5 cents pour chaque dollar, donc 5 dans cette zone-là. Et donc, si on comprend les TMI, ben, quand on regarde le régime A et B et on se place à 50 000 ben, les deux régimes ici sont équivalents en termes de TMI. Hein. Celui-là ici, il y a 10 plus 5. Il faut rajouter le taux de récupération, tandis que dans celui-ci, ben, c'est directement le taux du barème. Donc, la bonne réponse ici serait que les deux barèmes sont égaux. Maintenant, les résultats,
Et là, je passe là, sur tous les types de questions qu'on a posées. Euh, D'abord, sur toutes les questions qu'on a posées, sur juste la compréhension du barème lui-même, il y a plus de la moitié des gens qui ont eu aucune bonne réponse. Donc, il y a énormément de gens qui ont eu de la difficulté juste à comprendre ces questions-là de manière générale. Euh, Quand on regarde les questions spécifiquement, donc des questions qui testaient, est-ce qu'on est capable d'aller se placer dans la bonne tranche, dans le barème, puis d'aller lire le bon taux, puis d'être capable de juger des taux, seulement 13% des gens ont été capables de répondre correctement aux deux questions qu'on leur a posées sur ça, en variant simplement le revenu ou la tranche. Quand on leur a posé des questions aussi sur, ben, supposons que vous êtes dans la troisième tranche, mais que le taux du premier palier, la première tranche, change, est-ce que ça vous affecte? Et il y a seulement 14% des gens qui ont répondu correctement à ces questions-là. Donc, la confusion taux moyen, taux marginal, elle est déjà présente avant même qu'on parle de mesures d'incitation au travail. Maintenant, quand on les a placés dans une situation très similaire de taux marginal, mais là, on a été spécifiquement sur l'incitation au travail. On a demandé lequel des deux barèmes est plus incitatif d'un point de vue de travail. C'est plus élevé. 46 ont été capables de répondre correctement aux deux questions, mais ça reste inférieur à 50 pour des questions quand même relativement simples. Finalement, quand on a testé leur compréhension, donc des TEMI, en ajoutant le crédit d'impôt, ben là, c'est désastreux. C'est moins de 5 des gens qui ont été capables de répondre correctement aux deux questions qu'on leur a posées. Donc, des résultats, c'est très difficile pour les gens de comprendre le concept du TEMI. Face à ce problème-là des TMI, qu'est-ce que les gouvernements font? Ils mettent en place des mesures d'incitation au travail. Donc, ils vont venir corriger en quelque sorte ces désincitatifs-là. Et on le fait par exemple avec la prime au travail ou l'allocation canadienne pour le travail. Et on va venir en quelque sorte donner un incitatif supplémentaire pour gagner des revenus qu'on va récupérer par la suite. Donc, ça vient affecter les TMI. Bien, quand on regarde la compréhension, est-ce que les gens connaissent ces mesures-là qui sont mises en place? Bien, on a testé plusieurs mesures, à la fois au niveau du gouvernement du Québec et du Canada. Et ce qu'on remarque de manière générale, je ne vais pas passer sur chacune, c'est que le niveau de connaissance est déjà très faible. Juste de connaître qu'une mesure potentiellement qui couvre ces thématiques-là, c'est déjà très faible. Quand ensuite, conditionnement on fait de répondre à la connaissance de la mesure, d'être capable de nommer la mesure, puis on donne une liste de choix de noms aux gens pour voir s'ils sont capables de choisir le bon nom, bien là, c'est encore plus faible, donc 22. Et donc, quand on fait le produit des oui ici, 47 fois 22, on se retrouve avec seulement 10,7 des répondants qui connaissent le nom à la fin de la mesure qui vise, par exemple ici, à prolonger la carrière passée 60 ans. Donc, des niveaux très, très faibles. Donc, ces mesures-là ne sont pas évidentes sur l'incitation au travail, puis Guy va revenir sur ça. Il y a une baisse à la marge extensive. Souvent, ça va encourager l'entrée sur le marché du travail, mais ça peut augmenter les TMI, le désincitatif, à la récupération, à la sortie de ces crédits-là. Donc, l'effet net est très peu connu. Donc, il y a une méconnaissance générale de ces mesures-là. Et donc, si par la suite on trouve qu'elles ont peu d'effet, ben, c'est une explication potentielle. L'autre explication, c'est que les gens sont très peu sensibles, ne veulent pas travailler davantage. Euh, et ce qu'on a fait ici dans l'enquête, c'est qu'on a posé des questions directes sur, ben, si on vous demandait d'augmenter de 5 heures par semaine votre offre de travail, donc par exemple des travailleurs qui sont déjà sur le marché du travail, on les mettait dans une situation, on disait, ben, pour travailler 5 heures de plus par semaine, ça serait quoi la compensation que vous voudriez avoir pour faire ça? C'est un peu le salaire de réserve dans un modèle d'offre de travail. Et on a été chercher ces réponses-là et on les a traduites par la suite en termes d'élasticité. Et les élasticités, donc à la marge intensive, donc la marge intensive, c'est la décision une fois qu'on travaille, de travailler davantage d'heures. Les élasticités sont faibles, mais elles sont positives. Donc, les gens, potentiellement, il y a des gens qui veulent travailler davantage et c'est très hétérogène. Il y a des gens qui sont prêts à accepter très peu pour travailler davantage. Il y a des gens qui voudraient accepter beaucoup et donc qui ont des élasticités faibles. Et les élasticités qu'on obtient de cette manière-là, un peu nouvelle, les élasticités, sont en fait très cohérentes avec plusieurs estimations des élasticités d'offres de travail dans la distribution des revenus de travail.
On voit qu'à la marge extensive, les retraités en particulier, ce dont Guy va parler, une marge, une élasticité qui est un peu plus forte, en particulier pour le retour au travail à temps partiel, un peu plus faible pour le retour à temps plein, et il y a de la variation comme ça. Donc, la conclusion de cette section-là, c'est de dire, ben, si les gens étaient capables de comprendre les incitatifs, puis de bien les voir, ben, potentiellement, il y aurait une réponse. Est-ce que la réponse est suffisante pour justifier des incitatifs? Ça, on ne répond pas à ça ici. Mais il y a une certaine préférence qui est là, qui existe dans l'arbitrage entre la consommation et le loisir. Les gens sont prêts potentiellement à augmenter leur offre de travail s'ils sont bien compensés, donc s'il y a une bonne mesure d'incitation qui leur permet de le faire. Je termine avec ce tableau-là qui va me permettre de passer le bâton à Guy. En fait, avec ce genre d'enquête-là, ce qui est super intéressant, ça peut être complémentaire à plusieurs types d'analyses qu'on peut faire en analyse de programme, c'est que dans l'enquête, ben en fait, on a les gens de 60 à 69 ans dans le cas du crédit pour prolongation de carrière. Donc, c'est un crédit où les gens sont éligibles potentiellement à un crédit qui vaut autour de 1500 dollars à son plein, à son maximum en termes de réduction d'impôts. On est capable un petit peu de regarder, donc ici, je l'ai fait selon le niveau d'éducation. Euh, et je suis allé voir, ben, il y a combien de gens dans ces trois niveaux d'éducation-là qui sont un bon proxy pour le revenu. Vous voyez un peu les niveaux de revenus moyens qu'ont ces gens-là. Donc, ça nous donne un petit peu une idée dans la distribution de revenus des revenus potentiels. Ben, les gens qui connaissent le crédit, ben, c'est moins de 12 dans les trois niveaux. Donc, il y a pas on se serait peut-être attendu, étant donné que c'est davantage les gens avec un secondaire ou moins, avec des revenus plus faibles, qui devraient être éligibles à la mesure, on se serait attendu à ce qu'il y ait plus de gens qui le connaissent dans ce groupe-là, connaissent la mesure, mais c'est assez faible. La fraction de gens qui considèrent la fiscalité quand ils prennent des décisions d'emploi, de travail, c'est très faible. Et vous voyez que c'est très faible dans les trois groupes, moins de 20. Les élasticités, ben, en fait, à la marge intensive, elle est là. L'élasticité, elle est positive. Au retour au travail, il y a une certaine élasticité aussi. Mais quand on pense à ce qu'on va trouver par la suite, quand on va regarder l'efficacité d'une mesure, ben, même si les gens, par exemple, ici, on a une élasticité de 0,31, s'il y a juste 10 des gens qui la connaissent, la mesure, ben, l'élasticité en termes effectifs, c'est 10 fois cette élasticité-là, parce que c'est seulement ce petit groupe-là qui va réagir. Donc, dans ce cas-ci, ça donnerait une élasticité de 3 au lieu de 30. Donc, la connaissance des mesures, la salience, c'est extrêmement important dans l'évaluation des mesures fiscales puis dans l'évaluation de leur efficacité. Donc, maintenant, je vais passer le bâton à Guy qui va parler, vous continuer sur cette mesure-là en particulier, puis vous montrer une analyse d'efficacité. OK, alors je vais partager ça ici. En principe, vous devriez voir ma présentation. C'est bien le cas? Oui. Est-ce que vous voyez ma souris bouger? Oui, Oui, très bien. OK. Bon, pour reprendre un petit peu ce que Berker disait sur les taux effectifs d'imposition, et on peut se rapporter à l'époque où Parizeau était ministre des Finances, qui parlait lui-même à l'époque d'une fiscalité confiscatoire. Il était conscient qu'il y avait des taux marginaux implicés d'imposition pour certains groupes à certains endroits de la fiscalité où les taux étaient même à l'époque au-dessus de 100. Alors, ce que Précal vous a présenté, en fait, ça a été fait après ce que je vais vous présenter, parce qu'on avait un petit peu une interrogation sur les effets de ce fameux programme-là de crédit d'impôt pour la prolongation de carrière, et je vais revenir là-dessus en conclusion à la fin. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer rapidement pour ceux qui ne le savent pas, pour vous dire en quelques mots ce qu'est le CIPC, donc le crédit d'impôt pour la prolongation de carrière. Donc, c'est un crédit d'impôt non remboursable qui est réservé aux travailleurs âgés, dont je suis. Et son but, c'est d'inciter les travailleurs à demeurer ou à retourner sur le marché du travail. Alors, ce programme-là, ce crédit-là a été instauré en 2012, puis il a été modifié subséquemment en 2015, 2016, 2017 et 2019. Et finalement, ben, pour l'année fiscale qui vient, ben, il va être réservé uniquement, exclusivement aux travailleurs de 65 ans et plus. Et l'idée de modifier le programme en cours de route dans le temps, c'est très utile pour un économètre. Ça nous permet de mesurer quels sont les effets de ce programme-là. S'il n'y avait pas de variation, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, on va exploiter ces variations-là dans le temps pour essayer de mesurer de quelle façon les travailleurs ont modifié leur comportement suite à ces changements-là. Donc, le but de l'article que j'écris avec Pierre-Carl, ben, c'est d'étudier l'efficacité. Est-ce que ça retient les gens en emploi? Est-ce que ça augmente leur heure de travail? Et quelle est sa rentabilité fiscale? Autrement dit, on donne des crédits, mais qu'est-ce que ça rapporte au gouvernement en retour? Donc, ce que vous avez ici, c'est les paramètres du programme. Alors, vous voyez ici qu'en 2012, les
seuls les travailleurs de 65 ans et plus avaient droit à un crédit maximal, non conditionnel, de 451 dollars. La première bonification a eu lieu en 2015. On est passé de 451 dollars maximum de crédit à 602. Et ce qui est important pour nous, c'est à partir de 2016, on a relâché un peu les critères d'admissibilité concernant l'âge. Donc, on est passé à 64 ans. En 2017, on est passé à 63 ans. Ensuite, on est passé à 62, 61. Et moi, je ne vois pas tout mon écran, là. Je vais peut-être fermer les mortaises. OK. Et donc, on est passé subséquemment jusqu'en 2019 avec un crédit maximum de 1500 dollars et pour ceux qui avaient 65 ans et plus, de 1650 dollars. Par contre, comme Pierre disait, il y a un effet de récupération. C'est qu'on a introduit à partir de 2016, on bonifie les crédits, on relâche les contraintes d'âge pour l'admissibilité au crédit. Mais en contrepartie, passé un certain seuil, le crédit diminue. Et là, ben, c'est un peu ce que Pierre montrait. Toutes les interactions avec le reste de la fiscalité, ça crée des taux possiblement d'imposition marginaux très importants. Alors, voici les paramètres du programme, et c'est ça qu'on va exploiter, nous, dans le papier pour essayer d'estimer l'effet du crédit sur le comportement des travailleurs. Alors, je n'arrive pas à changer. Attendez un petit peu. Bon, voilà. OK. Alors, ce que ça fait comme programme, ben, vous avez ici à gauche les travailleurs de 65 ans et plus et les différentes contraintes budgétaires. Là, on exclut tout le reste. Là. Simplement le programme, ça donne ça. En 2012-2014, seuls les travailleurs de 65 ans et plus avaient droit à un crédit de 450 et sans seuil de récupération. On a augmenté quelque peu en 2015 et ensuite, on a continué à augmenter le crédit, mais il y a une récupération qui est fonction du revenu. Les travailleurs de 64 ans et plus, de leur côté, ben, ils ont droit à rien, mais seulement en 2016, ils ont droit à un certain crédit, mais avec une récupération fiscale au-delà d'un certain seuil. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a de la variation dans le niveau. Il y a l'introduction d'un seuil de récupération et il y a un traitement différencié selon l'âge. Alors, on va exploiter tout ça pour essayer de mesurer l'effet du programme sur l'offre de travail. Alors, ce que vous avez ici, donc, ce sont des chiffres qui proviennent du ministère des Finances et vous avez le nombre de prestataires ou si vous voulez, de personnes qui se sont prévalues du crédit dans le temps. Alors, au départ, il y avait environ 108 000 travailleurs qui avaient demandé le crédit dans leur rapport d'impôt et c'est relativement stable jusqu'en 2015. Il y a un petit effet d'entrée dans le programme et j'expliquerai pourquoi. Mais ce qu'on voit, c'est une augmentation très importante à partir de 2016. Et ça, c'est l'année où on a relâché quelque peu le critère d'âge pour avoir droit au crédit. À partir d'ici, les 64 ans et plus y avaient droit, les 63 ans, les 62 ans, et ainsi de suite. Alors, pourquoi on focalise sur l'année 2012 à 2019? C'est parce que nos données nous permettent de faire l'analyse. On ne va pas plus loin que 2019. Et de toute façon, il y avait la COVID après. Donc, on ne voulait pas entrer là-dedans. Alors, on va se concentrer, nous, dans l'étude sur les années 2012 à 2019. Et ce que vous avez en bas ici, ce sont les dépenses de crédit associées en dollars réels de 2020, je crois. Et donc, ça part de 43 millions et en 2019, on était rendu une dépense fiscale de 363 millions. Et au total, sur la période 2012-2019, le crédit a représenté une dépense fiscale d'environ 1 milliard de dollars. Alors, c'est du monde. Et ce que vous voyez ici, en fait, là, ça augmente comme ça. Il y a deux effets. Il y a un effet de flux. Il y a des gens qui entrent, qui réclament le crédit. Puis il y a un effet de stock. Il y a des gens qui le réclament 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, l'espèce de croissance qu'on voit dans le nombre de prestataires ou de bénéficiaires, c'est dû à l'effet de stock et à l'effet de flux. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on fait dans le papier, c'est qu'on prend trois sources de données différentes. On prend des données publiques de l'enquête sur la population active, donc des coupes transversales de 2005 à 2022, pour voir un petit peu caractériser l'évolution du taux de participation au travail de différents groupes d'âge. Ces données-là ne nous permettent pas de connaître l'âge exact. Par contre, on connaît la tranche d'âge, ce qui nous suffit pour illustrer un petit peu notre propos. Mais ensuite, on va prendre des données confidentielles de l'enquête sur la population active, dans laquelle on connaît l'âge exact des individus, mais ce n'est pas un panel, c'est des coupes transversales encore une fois, mais ça nous permet de faire des régressions, d'analyse de régression plus fines. Et finalement, ce qu'on fait, ben, on va prendre des données administratives longitudinales. Là, on suit les mêmes travailleurs année par année pendant une certaine période et on va voir ce qui arrive lorsque ces travailleurs-là deviennent admissibles au crédit. Alors, on prend l'ELIA, qui est une banque de données qui est plus petite que la DAL, mais qui contient beaucoup de variables explicatives. Ce sont des rapports d'impôts essentiellement fédéraux avec lesquels on associe des données sociodémographiques. Et on va prendre également la banque de données administratives longitudinales qui contient 20 de tous les contribuables canadiens, mais dans lesquels, évidemment, il n'y a pas beaucoup de données démographiques. Alors,
Première chose qu'il faut remarquer, c'est l'évolution en tant que telle du taux de participation au marché du travail. Ce que vous avez ici, je fais un graphique pour les hommes, les femmes, c'est tout à fait identique, simplement que le niveau est un petit peu plus bas, mais les évolutions sont exactement les mêmes. Alors, par souci de concision, là, je vais me focaliser uniquement sur les hommes. Alors, ce que vous voyez ici, là, c'est en trait assuré, c'est le taux d'emploi. Et en trait plein, c'est le taux d'activité. Alors, je vais me concentrer uniquement sur le taux d'emploi en tant que tel des hommes de 55-59 ans. Et ce qu'on voit en rouge, c'est l'Ontario, en bleu, c'est le Québec. Alors, on voit qu'en 2005, il y avait un écart assez substantiel et que cet écart-là, on voit que les travailleurs québécois ont rattrapé ni plus ni moins les travailleurs ontariens, de telle sorte qu'en 2015-2016, avant même, et ces travailleurs-là n'ont jamais été admissibles au crédit. Alors, on voit que ces travailleurs-là ont récupéré le taux d'emploi des travailleurs ontariens du même groupe d'âge. Ce qu'on voit ici, c'est le groupe qui va nous intéresser le plus. Donc, ce sont les travailleurs de 60-64 ans. Et encore une fois, on voit que le taux d'activité, le taux d'emploi des travailleurs québécois augmente plus vite que celui des Ontariens. Et la zone grise, c'est la zone à partir de laquelle ces travailleurs-là avaient droit à un crédit au CIPC. Rien de particulier de notable dans cette zone-là, mais évidemment, ce sont des données agrégées, donc ça serait étonnant qu'on voit quelque chose assez brusque. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin en économétrie, qu'est-ce qu'on peut dire. Mais bon, ça, c'est la zone que nous, on observe dans nos données sur l'admissibilité des travailleurs de ce groupe d'âge-là au crédit. Et vous avez en bas, ben, 65-69 ans, vous avez une zone assurée, c'est pareil. Il n'y a rien de particulier entre la zone de traitement, ce qu'on appelle la zone de traitement, donc les années où les travailleurs avaient droit au crédit, et évidemment les travailleurs de 70 ans et plus qui ont des taux de participation beaucoup plus faibles, évidemment. Et donc, on voit rien. Et les femmes, ce serait exactement la même chose, les mêmes tendances, les mêmes rattrapages que ce qu'on voit pour les hommes. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est prendre les données confidentielles de l'EPA et faire une simple régression. Est-ce que je travaille, oui ou non, en fonction du groupe d'âge et certaines variables démographiques. Je ne mets pas tout ici, évidemment. Et ce qui est important de noter, c'est que si on fait cette régression, on voit que les travailleurs québécois, relativement aux Ontariens, ont des taux d'emploi plus faibles. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec les graphiques. La régression ne fait que reproduire le graphique. Et donc, on voit que les Québécois, quel que soit le groupe d'âge, ont des taux de participation plus faibles que les Ontariens. On voit ensuite que dans la période post-CIPC, on voit rien de particulier. Et ça, on est en train de mesurer ici après 2012. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier au Québec et en Ontario? On voit rien, si ce n'est qu'une petite hausse marginale du taux d'emploi, mais ça, c'est pas propre au Québec, c'est au Québec et en Ontario. Donc, c'est pas un effet qui est québécois, c'est un effet qui est populationnel. Et enfin, on interagit donc le fait d'être résident au Québec et d'avoir accès au CIPC. Et ce qu'on voit, c'est que rien, statistiquement, ne ressort de cette régression-là, si ce n'est encore une fois une petite baisse de 1 point de pourcentage des travailleurs de 70 ans et plus. Donc, c'est une façon assez succincte là, de représenter quel a pu être l'effet de l'implantation de ce programme-là, mais ça va pas assez loin en termes de raffinement parce qu'il y a des gens, les gens post-CIPC, post-2012, c'est pas tout le monde qui avait accès au CIPC. Et donc, on va aller plus loin et on va prendre deux méthodes différentes pour essayer de voir quel était l'impact du programme sur le comportement des travailleurs. Alors, ce que vous avez ici, c'est une reproduction essentiellement du premier tableau que je vous ai montré là, avec les différents critères d'âge. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on va prendre tous les travailleurs, on va les observer de 2008 à 2019. Et on va prendre, par exemple, les travailleurs de la cohorte de 61 ans et plus. Alors, les travailleurs qui avaient 61 ans et plus en 2008 ont 65 ans en 2012. Alors, lorsqu'on introduit le CIPC, ces travailleurs-là y ont droit. Les travailleurs qui avaient 60 ans en 2008 vont attendre en 2013 pour y avoir droit, et ainsi de suite. Donc, les différentes cohortes d'âge vont être traitées à différents moments dans le temps. Et on va exploiter cet échelonnage-là, on appelle ça une analyse échelonnée, donc une régression échelonnée, staggered en anglais, échelonnée en français. Donc, ce qu'on va faire, là, essentiellement, il y a différentes façons d'exploiter cette structure-là, mais on va prendre les travailleurs ici en 2012 qui avaient droit au CIPC et on va comparer en 2011 l'écart entre le revenu et le taux de participation. Et on va faire la même chose pour les gens de 2012 par rapport à 2011. Mais ces gens-là n'ont pas été traités. Eux, oui. Donc, en comparant ces gens-là, on va voir quel est l'effet net d'avoir accès
au CIPC en 2012. Et ensuite, on va regarder 2013 par rapport à 2011, 2014 par rapport à 2011, et on va suivre l'évolution du revenu et de l'emploi de cette cohorte de travailleurs-là jusqu'en 2019. Et on va faire la même chose pour eux. Eux, à partir de 2013, ils ont droit au crédit. Et donc, ils sont traités comme les autres. Et ceux-là ne sont toujours pas traités. Et donc, autrement dit, d'une année sur l'autre, il y a de nouveaux travailleurs qui deviennent admissibles au crédit. Et on va voir en quoi leur comportement change par rapport à lorsqu'ils ne l'étaient pas. C'est ce qu'on va appeler donc une régression échelonnée. Alors, si on fait ça, on obtient plein de paramètres, mais je ne vais pas passer à travers tout ça. Je vais simplement attirer votre attention sur deux choses. Ici, on prend la totalité des travailleurs et on regarde l'effet à la marge extensive, c'est-à-dire est-ce que ça attire du monde dans l'emploi? La réponse est non. Il n'y a rien de statistique. Alors, les étoiles veut dire que c'est statistiquement significatif. On ne voit rien lorsqu'on prend l'échantillon au complet. Lorsqu'on regarde non pas l'effet de travailler ou pas, mais qu'on prend plutôt les revenus, on voit quelques petits effets dans les années 2018-2019, mais ces effets-là sont le propre des femmes. Ce sont les femmes qui augmentent le revenu à la marge intensive, mais pas extensive. Il n'y a rien à la marge extensive. Et lorsqu'on prend les hommes, ben les hommes, il n'y a rien ni à la marge extensive, ni à la marge intensive. Donc, l'effet qu'on peut détecter dans les données est uniquement relié au comportement des femmes et non pas des hommes. Alors, grosso modo, ce que cette façon d'aborder le problème nous dit, c'est qu'essentiellement, il y a très, très peu de réactions à la marge extensive. Il y en a un petit peu à la marge intensive, mais ce sont d'abord les femmes qui réagissent, et non pas les hommes. Alors, on va faire autre chose. On va dire très bien, on va prendre plutôt, non pas le fait d'être admissible ou pas, mais le niveau de crédit auquel on aurait droit normalement. Donc là, on va parler plutôt de l'intensité du traitement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter le fait que le CIPC, sa générosité varie dans le temps en fonction du revenu, mais également en fonction de l'âge. Et cette fois-ci, on va focaliser uniquement sur les travailleurs qui ont entre 60 et 64 ans au Québec. Ah, je ne l'ai pas dit, mais dans l'analyse précédente, on a exclu les Ontariens pour toutes sortes de raisons. On focalise toujours uniquement sur les travailleurs québécois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler, calculer quel serait le CIPC, le crédit auquel aurait droit un travailleur, en fonction de ses revenus observés entre 50 et 59 ans et en fonction de l'impôt qu'il payait entre 50 et 59 ans. On va donc prédire, calculer quel serait le CIPC potentiel qu'il aurait pour le travailleur I à l'année T, en fonction de son passé récent en emploi. Et ensuite, on va simplement regarder, comme on a fait précédemment, quel est le comportement du travailleur I à l'année T en fonction du crédit auquel il aurait droit à l'année T. Potentiel, hein, le crédit potentiel. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est le paramètre ici. Évidemment, il y a plein d'autres choses, mais je vous en fais grâce, ce n'est pas important. Donc, on va focaliser là-dessus. Quel est le lien entre le CIPC simulé et le comportement observé des travailleurs? Alors, ce que vous obtenez, c'est ça ici. C'est une régression avec plein de variables, mais ce qui est important, c'est d'insister sur la première ligne. Quel est l'effet du crédit simulé sur le fait de revenir en emploi, de rester en emploi, selon qu'on est une femme ou un homme? Et ce que vous voyez ici, c'est que exactement comme on avait trouvé dans l'analyse précédente, avec des données différentes, puis avec une approche complètement différente, on obtient exactement le même résultat, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'effet ni sur le retour en emploi, ni sur le maintien en emploi. Et c'est quand même une analyse qui est basée sur énormément d'observations, donc c'est pas anecdotique, ces résultats-là. Et en fait, ce qu'on peut prendre ensuite, c'est on peut prendre des paramètres puis simuler quel est l'effet du crédit sur la création d'emplois en tant que tel, selon que le crédit est zéro ou non. Alors, c'est ce qu'on fait ici en bas dans la zone grisée. On regarde quel est le taux d'emploi prédit des travailleurs de 64-65 ans selon qu'il y a un crédit ou pas. Et ce qu'on observe, c'est que la différence est très, très, très faible et à toute fin pratique inexistante. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'effet de ça lorsqu'on tient compte du crédit potentiel. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que cette analyse-là regarde le niveau de crédit. La précédente faisait simplement regarder est-ce que je suis admissible, oui ou non, en exploitant l'échelonnage, alors qu'ici, on exploite la variation dans la générosité du crédit. Donc, dernière chose qu'on peut faire, c'est regarder l'effet du crédit simulé sur le revenu de travail, donc à la marge intensive, et on retrouve à peu près les mêmes résultats qu'on avait avec l'autre approche, c'est-à-dire que seulement les femmes voient leur revenu augmenter à la marge intensive, les hommes, on ne voit rien.
Et finalement, ce qu'on peut faire, c'est regarder quel est l'effet net du crédit sur la charge fiscale nette. Alors, ce qu'on observe comme résultat, c'est que dans l'ensemble, 1 000 $ de crédit supplémentaire amène une perte nette de 583 $. C'est-à-dire que si on donne 1 000 $ en crédit, on reçoit 583 en moins du point de vue du gouvernement. Ce qui veut dire que, essentiellement, les gens augmentent moins que le crédit. Ce qu'ils payent en impôts supplémentaires, c'est inférieur à ce qu'ils reçoivent en crédit. Et ça, c'est vrai pour les femmes et pour les hommes. Donc, je vais terminer en disant ceci. Donc, le but du CIPC, c'est d'augmenter la participation ou la rétention et d'affecter effectivement les recettes fiscales. Et ce programme-là, comme je disais au début, a coûté plus d'1 milliard en termes de dépenses fiscales. Et c'est important parce que le gouvernement fédéral, avant ce matin, j'avais écrit ici, le gouvernement fédéral a l'intention, mais bon, alors, compte tenu des circonstances, avait l'intention d'introduire un programme similaire au niveau fédéral avec à peu près les mêmes paramètres qu'au Québec. C'était d'ailleurs dans la lettre de mandat de la ministre Freeland. Il faudra voir si éventuellement le nouveau gouvernement a l'intention d'aller dans cette même direction-là, sachant que, du moins pour le Québec, on voit pas vraiment d'effet notable. Et ce que vous avez ici, on a terminé notre article en regardant à nouveau les chiffres, mais en dépassant les données fiscales que nous, on avait. Et ce que vous avez en bleu, c'est le taux de participation des travailleurs de 60-64 ans dans le temps. Et en rouge, vous avez l'Ontario. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2017, il y a toujours un écart. Et cet écart-là a tendance à rapetisser. Et ce que vous voyez, c'est que les taux de participation en 2023-2024 sont à peu près identiques en Ontario et au Québec. Mais ces taux d'emploi-là, des travailleurs de 60-64 ans en 2024, ce sont les travailleurs qui avaient 59 ans et moins en 2019. Donc, de façon tout à fait naturelle, la croissance dans le taux d'emploi des travailleurs de 55-59 ans qu'on observait, a continué et on atteint un plateau qui est à peu près le même qu'en Ontario. Et ces travailleurs-là, évidemment, ont accès à un crédit aujourd'hui, mais pour nous, on prétend que ce n'est pas le crédit qui a amené ce rattrapage-là, mais au contraire, il y avait un rattrapage qui était en marche avant l'introduction du crédit. Le crédit en tant que tel n'est pas responsable de ce rattrapage-là. Donc, je vais arrêter ici, j'ai terminé et puis j'ai respecté mon temps de parole. Donc, Merci beaucoup à vous, Guy Lacroix et Pierre-Carl Michaud, pour cette présentation. Merci à tout le monde pour votre présence, pour vos questions.